Voilà, bonjour à vous tous. Merci d'être là. Nous sommes très heureux d'accueillir ce matin Aude Mirkovic, qui vient de Lyon. Et Aude Mirkovic est une juriste spécialisée dans le droit de la famille et le droit de la bioéthique. Elle a beaucoup travaillé ces questions. On peut dire que c'est vraiment une spécialiste. Et elle a bien décortiqué à la fois les textes qui sont passés au cours de ces dernières années et puis ceux qui sont encore en projet, puisque le projet de loi portant sur la révision des lois de bioéthique va passer en seconde lecture au Sénat début du mois de février. Alors cette conférence à quelques jours du passage au Sénat peut paraître un peu tardive, mais il nous a semblé, en cette année, là où date aussi pour la paroisse, c'est-à-dire une écologie intégrale qui comprend aussi l'être humain, nous a semblé important, malgré tout, d'éclairer nos consciences. Voilà, il n'est jamais trop tard pour mieux comprendre et prendre conscience et agir à la mesure qui est la nôtre. Voilà, donc ce projet de loi bioéthique, évidemment, porte des enjeux cruciaux. Il est question de, je ne vais pas trop effleurer, mais d'élargir la possibilité d'intervenir sur la recherche sur des cellules embryonnaires. Il y a bien sûr l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux femmes en couple, et du coup, quid de la filiation. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été déjà déconstruites et qui continuent à se déconstruire dans l'architecture culturelle de notre droit de la famille, pour être civilisationnel. Donc merci beaucoup d'être parmi nous, de nous éclairer et de nous faire prendre conscience de la gravité de ce qui est en train de se jouer. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation et merci à tous d'être ici un samedi matin. C'est un peu une première pour tenir compte du couvre-feu. Alors nous sommes là en effet pour parler ensemble du projet de loi bioéthique et moi mon but, j'imagine que c'est le vôtre aussi, c'est vraiment de contribuer à une prise de conscience sur ce que comporte ce projet de loi. Parce que les gens ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe, tout le monde est obnubilé par d'autres sujets et ensuite, à chacun de se faire une opinion sur le monde qu'il veut transmettre à ses enfants, mais encore faut-il le faire en connaissance de cause, et pour ça, il faut savoir ce qui nous attend. Donc le projet de loi bioéthique, en effet, a déjà été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est passé en deuxième lecture en juillet dernier à l'Assemblée, et il revient le 2 février en seconde lecture au Sénat. Donc la commission des lois du Sénat a déjà commencé à modifier le texte, et il va certainement être encore modifié en séance. Donc on aura certainement derrière une commission mixte paritaire, donc une commission qui réunit des députés et des sénateurs, qui tâchera de trouver un texte commun. Et à défaut, et dans tous les cas, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Alors aujourd'hui, ma situation n'est pas très confortable parce que le texte vient de passer en commission, il n'est pas encore passé en séance. Donc je vais évoquer ce qui a été modifié en commission. Mais enfin, je pense que c'est quand même le texte de l'Assemblée nationale qui peut nous servir de référence, surtout qu'il a été retouché par le Sénat, mais enfin, l'essentiel demeure. Et surtout que, tel que c'est parti, si nous, on ne se bouge pas, si on ne fait pas quelque chose, c'est ce que l'Assemblée nationale a décidé qui va finir par être adopté, puisque c'est elle qui va avoir le dernier mot à la fin. Alors, sur les aspects proprement bioéthiques, donc je vais commencer par parler de ce qu'il y a dans le projet de loi et qui n'est pas la PMA, parce que la PMA accapare l'espace médiatique et politique, mais on a intérêt à savoir ce qu'il y a à côté et qui passe complètement inaperçu. Alors d'abord, ça a été évoqué, le texte élargit la recherche sur l'embryon, notamment en recourant à cet artifice de distinguer entre la recherche sur les embryons proprement dit et sur les souches embryonnaires qui sont des lignées de cellules, enfin sur les lignées de cellules qui sont obtenues à partir de la destruction d'un embryon. Donc ce qui revient finalement au même, et le texte élargit encore les possibilités de faire de la recherche sur l'embryon. Je ne rentre pas sur le détail parce qu'on n'a pas de texte définitif, mais on est toujours dans ce même mouvement. On avait même été jusqu'à voter 21 jours pour faire de la recherche jusqu'à 21 jours pour l'embryon. Bon, donc on est sur ce mouvement de toujours plus,
En pratique, concrètement, les chercheurs peuvent déjà utiliser les embryons, donc c'est pas non plus une métamorphose, mais on est sur ce mouvement. En 84, il faut bien comprendre comment ça marche. Hein. En 94, déjà, on annonçait de guérir des tas de maladies grâce à la recherche sur l'embryon. On a permis la recherche sur l'embryon de façon dérogatoire à titre expérimental pour 5 ans. Au bout de 5 ans, on guérit toujours rien. Ça n'a pas avancé d'un pouce, mais pourtant, on pérennise le système et on l'élargit au passage. Voilà. Et vous voyez, c'est que à chaque fois qu'on accepte de façon dérogatoire, exceptionnelle, des entorses à l'éthique, en réalité, c'est très difficile ensuite de revenir en arrière. Attention, c'est pas impossible, hein, mais le fait est que faut pas se bercer d'illusions avec ces soi-disant exceptions. Le projet de loi tel qu'adopté à l'Assemblée nationale supprimait une disposition très importante du droit français qui dit en l'état qu'il est interdit de créer des embryons transgéniques et chimériques. Donc transgéniques, ce sont les embryons génétiquement modifiés, et chimériques, ce sont les mélanges humains-animaux. Donc l'Assemblée nationale a carrément supprimé ce texte. Donc il est maintenant, enfin si ce texte était adopté, les chercheurs pourraient modifier génétiquement des embryons et introduire des cellules souches humaines dans des embryons animaux. Alors, la commission des lois du Sénat a provisoirement rétabli l'interdiction des chimères dans les deux sens, humains, animaux, animaux, humains, mais il reste les embryons transgéniques, et en tout cas, ça n'est pas terminé. C'est tout à fait possible que ce soit rétabli par l'Assemblée nationale. Et donc ça, il faut bien comprendre que, encore une fois, à l'Assemblée, avec les chimères humains-animales, on nous fait miroiter de pouvoir soigner des gens en pouvant finalement faire produire à des animaux des greffons humains, ou bon, des choses comme ça. Mais c'est extrêmement dangereux et à nous poser la question, justement, qu'est-ce qu'on veut laisser comme monde? Parce que c'est peut-être pas nous qui allons payer les pots cassés de ces expérimentations débridées, c'est la génération d'après et celle d'après, comme en témoignent tristement déjà 2 petites jumelles chinoises, hein, Lulu et Nana, qui sont nées en 2018, génétiquement modifiées lorsqu'elles étaient embryons, évidemment pour la bonne cause, hein. C'était dans leur bien sûr, qu'on a fait ça, pour les rendre résistantes au VIH. C'est toujours pour la bonne cause hein, qu'on fait ce genre de choses. Résultat, 2 ans après, eh bien, la mutation provoquée est similaire à la mutation habituelle, donc mais elle n'est pas identique. Il n'y a aucune garantie que ces enfants seront en effet immunisés contre le VIH, c'était ça l'objectif. En revanche, les 2 sont mosaïques, c'est-à-dire que la moitié de leurs cellules sont modifiées, les autres non. Et en plus de ça, l'intervention a provoqué d'autres mutations dans leur génome, aux effets aujourd'hui complètement imprévisibles et incontrôlés, tant pour elles que pour leur descendance à qui ces modifications vont être transmises. Donc on n'est pas dans la science-fiction, c'est que déjà maintenant on sait très bien hein, que ça fait des dégâts, ce genre de choses-là. Donc la perspective des embryons transgéniques nous donne une bonne raison d'écrire à nos sénateurs hein, pour leur dire est-ce que vous en voulez, est-ce que vous n'en voulez pas. On va vous répondre ah non mais il n'est pas question d'implanter ces embryons. Mais oui bien sûr, hein, voilà, à partir du moment où ils existent, où on les fabrique, on sera très vite convaincu que ce sera de l'intérêt des enfants à naître d'être immunisés contre telle ou telle maladie, et en réalité, ils servent de cobaye légal, hein, tout simplement. On a également eu voté par l'Assemblée nationale cette fameuse mesure de l'interruption médicale de grossesse, donc qui est la possibilité de mettre fin à la grossesse d'une femme à tout moment de la grossesse, donc y compris à 9 mois de grossesse. C'est déjà possible en droit français lorsque l'enfant est atteint d'une maladie d'une particulière gravité, et l'Assemblée nationale a ouvert la possibilité de recourir à cette IMG dans le cas de la détresse psychosociale de la mère, qui est donc une condition tout à fait très, très relative. Hein, mais en même temps, j'ai l'impression que cette mesure a été un petit peu la mesure de trop, parce qu'elle a déclenché une vague d'indignation généralisée. Les gens qui étaient déjà un petit peu fatigués ou désabusés ou qui ne se sentaient pas concernés par la bioéthique eh bien, ont beaucoup réagi. Hein, on a entendu des gens comme Michel Onfray à la radio parler d'infanticide légal, etc. Donc des mots quand même assez forts et qui sont exacts, hein, tout à fait. Et alors c'est vrai que c'est sans doute beaucoup plus simple et plus économique aussi hein, de proposer l'avortement à une femme en détresse psychosociale. C'est beaucoup plus facile plutôt que de lui proposer un logement et que de chercher avec elle des solutions d'avenir. Mais où est le progrès social? C'est vrai que c'est sans doute exaltant pour un chercheur de bidouiller des embryons, peut-être, mais quel genre de progrès humain peut résulter du fait de mélanger des cellules humaines dans des embryons de souris ou de porcs? Voilà. Donc, il est encore temps
parce que rien n'est jamais définitif, et même si le projet de loi est adopté, il restera encore tout à faire et à refaire. Donc pour l'instant, on essaie de travailler pour qu'il ne soit pas adopté. Il est encore temps de réaliser ce qui est en projet. Alors l'avortement pour des traits psychosociales de la mère, ça a été aussi provisoirement retiré par la commission des lois du Sénat. Donc actuellement, c'est plus dans le texte, mais ça n'est pas du tout gagné définitivement. Et alors, il reste le gros morceau. Il reste la PMA. Je me mets juste mon chrono pour pas vous parler pendant trop de temps. Voilà. Il reste la question de la procréation médicalement assistée, qui a été à peine retouchée par le Sénat, qui va sans doute être, cette modification va être maintenue par le Sénat en séance de février. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, je rappelle que la procréation médicalement assistée, c'est l'ensemble des techniques qui organisent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Il s'agit de l'insémination artificielle d'une femme par les gamètes de son conjoint ou de son concubin, ou les gamètes d'un donneur. Et il s'agit également de la fécondation in vitro, qui, comme son nom l'indique, organise la rencontre des gamètes en laboratoire, les embryons obtenus étant ensuite, pour certains, transférés dans l'utérus de la femme en vue de leur naissance. Alors aujourd'hui, en l'état du droit, la PMA poursuit un objectif thérapeutique. Le but, c'est de compenser une infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée, dit la loi, ou d'éviter la transmission à un des membres du couple ou à l'enfant d'une maladie grave. Et en conséquence de cette... le gros, c'est l'infertilité thérapeutique. Hein. Et en conséquence de cet objectif thérapeutique, ne sont concernés par la PMA que des couples composés d'un homme et d'une femme, vivants et en âge de procréer. Tout simplement parce que l'incapacité à procréer de tous les autres, les personnes seules, les trop jeunes, les trop vieux, les morts, les couples de même sexe, l'incapacité à procréer dans ce cas-là n'a rien de pathologique, elle est naturelle, elle est normale, et n'a pas vocation à être prise en charge par la médecine dans une perspective thérapeutique. Et alors justement, le but du projet de loi dont nous parlons est de faire sauter ce qu'on appelle ce verrou thérapeutique, cette condition de l'infertilité, pour permettre l'insémination par des donneurs, de femmes, et puis la PMA au sens large, de la fécondation in vitro aussi, pourquoi pas. Donc la PMA pour des femmes célibataires ou des femmes en couple de femmes, qui ne souffrent donc pas d'infertilité, mais qui veulent réaliser un projet d'enfant qui n'inclut aucun homme. Donc le projet de loi, visiblement, schématiquement, vise 3 publics nouveaux. Les femmes seules, les femmes en couple de femmes, mais c'est pas tout. Déjà que la PMA est que la partie visible de l'iceberg du projet de loi bioéthique qui comporte la recherche sur l'embryon, les embryons transgéniques, les chimères, l'IMG à 9 mois pour des traits psychosociaux, mais même au sein de la PMA pour les femmes n'est que la partie visible de l'iceberg de la PMA. Parce que les femmes célibataires et les couples de femmes sont déjà concernés, mais ne sont pas les seuls. C'est qu'une fois qu'on supprime de la loi cette condition d'infertilité pathologique, alors la PMA est offerte et proposée à tout le monde, et à commencer par les couples hommes-femmes fertiles, qui sont numériquement les plus nombreux et qui sont la cible réelle du projet de loi, parce qu'ils sont la cible réelle du marché de la PMA. Hein. On y reviendra sur ce marché tout à l'heure. Voilà, donc chaque catégorie, si je puis dire, pose ses difficultés. Hein. La PMA pour les femmes seules revient à avoir un enfant qui n'aura qu'un seul parent, pas en raison des malheurs et des aléas de la vie, parce que ce sera programmé comme ça et tamponné par la loi. La PMA pour les couples de femmes, l'enfant aura 2 parents, mais ce sera 2 femmes. Donc ça fait carrément exploser le droit de la filiation et le concept de filiation. Pour tout le monde, hein, parce qu'une fois que la filiation change de sens, c'est pour vous et moi aussi. Donc il y a cette difficulté-là. Et puis la PMA pour les couples fertiles, c'est la généralisation de la procréation technologique, donc l'expansion du marché, et avec lui l'eugénisme, on verra pourquoi juste après. Donc vous voyez, chaque public a ses difficultés particulières, qui sont toutes graves, hein, mais qui se cumulent finalement. Et c'est parfois ça qui rend un petit peu complexe la question, mais enfin elle est volontairement rendue complexe, en fait c'est très simple, hein, parce que justement les enjeux ne sont pas les mêmes, selon qu'il s'agit d'une femme célibataire, ou d'un couple de femmes, ou d'un couple homme-femme fertile. Chacun emporte avec lui son lot de questionnements. Voilà. Mais avant même de parler de ces 3 publics concernés par le projet de loi, je voudrais revenir quelques minutes sur déjà la situation actuelle. Parce qu'il ne faut pas croire que la PMA commence à susciter des questions avec le projet de loi en cours.
avec les femmes seules, les couples de femmes et les couples fertiles. C'est aujourd'hui déjà que la procréation médicalement assistée mérite qu'on s'y attarde et qu'on prenne conscience justement déjà des enjeux, parce que la PMA pour les femmes n'arrive pas de nulle part, hein. Elle est l'aboutissement finalement, je ne vais pas dire forcément logique, parce que je ne sais pas si on peut parler de logique, mais en tout cas elle est la conséquence déjà de la situation actuelle. Alors, pour nous aider à faire le point sur la situation actuelle, je vais utiliser un texte. Alors souvent, je m'amuse à faire quelque chose, mais là, j'ose pas, parce que en plus, comme je sais que cette conférence est filmée, je veux pas faire ma petite blague habituelle, mais je dis, bah, écoutez, on va prendre Humanité, tout simplement, hein, l'encyclique Humanité, enfin, je sais pas si c'est une encyclique ou pas, peu importe, pour nous dire un petit peu quels sont les aspects anthropologiques et moraux de la PMA. Ça va nous aider à le réaliser. Et puis, je cite mon texte. Et donc, tout le monde dit, ah oui, mais c'est vrai, mais bon, quand même, l'Église est quand même un peu... Bon. Et puis à la fin, je dis, mais en fait, c'est pas Humanité, c'est le rapport du Conseil d'État qui a été rendu pour le projet de loi bioéthique. Et là, on se dit, ah, mais finalement, ce que disait l'Église, c'était pas du tout débile. Vous voyez, hein, et donc, et c'est très encourageant, je trouve, parce que là, finalement, je pourrais citer Humanité, nous sommes dans la cathédrale d'Albi, enfin, vous voyez, il n'y aurait pas d'incongruité. Mais je préfère citer le rapport du Conseil d'État parce que, justement, ça nous permet de réaliser ce que nous savons bien, hein, c'est que l'enseignement moral de l'Église, ben, il vaut pour tout le monde, et n'importe qui, avec sa raison, peut arriver au même constat. Alors, écoutez ce que dit le Conseil d'État en 2018, mais c'est pour la révision de la loi bioéthique que nous vivons en ce moment. Comme ça s'éternise dans le temps, parce que finalement, il y a quand même pas mal de résistance, le rapport a déjà 2 ans, mais c'est pas du tout un vieux rapport rendu pour d'autres textes. C'est celui qui nous concerne. Alors, je cite. En permettant de s'affranchir du cadre naturel de la conception, ces techniques ont d'emblée soulevé d'épineuses questions éthiques. Donc c'est pas à partir de maintenant PMA pour les femmes qu'on a des questions. Ces techniques ont d'emblée soulevé d'épineuses questions éthiques. Alors pourquoi ? En dissociant sexualité et procréation. Vous prenez Humanité, c'est ça, c'est la dissociation entre la sexualité, entre l'union des personnes et la procréation qui est le problème. Alors que ce soit pour chercher l'union des personnes sans la procréation, ou donc c'est la contraception, ou ici, de chercher la procréation sans l'union des personnes. Et là, c'est exactement ce que dit le Conseil d'État. En dissociant sexualité et procréation, et en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques. C'est ça, c'est-à-dire que le geste technologique n'est pas adapté à l'humanité pour se reproduire. Déjà, est-ce qu'il est adapté pour les animaux ? J'en sais rien, mais c'est pas mon domaine, en tout cas. En termes de compatibilité avec la dignité humaine, on passe de la procréation humaine à la production technologique de l'humain. Et, dit le Conseil d'État, le résultat, c'est qu'à le dire, c'est que ça fait de l'enfant le produit, le résultat de technologies scientifiques. N'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation ? Bah si, c'est clair, on est en plein dedans, hein. Une fois que la production de l'humain peut se faire en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme, eh bien en effet, beaucoup de personnes peuvent revendiquer l'utilisation de cette technologie à leur profit, et c'est exactement ce que nous sommes en train de connaître. Alors, le Conseil d'État continue. Comment circonscrire dans ces conditions le désir que l'enfant soit, sinon parfait, du moins le moins imparfait possible ? Et là, on a le problème de la sélection des enfants et de l'eugénisme. Et ça, c'est vraiment un point qui est déjà crucial, déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, la PMA pour un couple homme-femme vivant en âge de procréer dissocie sexualité et procréation, fait de l'enfant, même si c'est pas du tout l'objectif, c'est quand même ce qu'on accepte de faire pour avoir un enfant, ça fait de l'enfant le résultat de ce processus technologique, hein, le produit de technologie scientifique, dit le Conseil d'État, et la PMA comporte avec elle ce problème de l'eugénisme. Il y a quelqu'un qui l'explique très bien et qui sait de quoi il parle, c'est Jacques Testard, qui, je le rappelle, est entre guillemets le père de Amandine, le premier bébé éprouvette français, puisque c'est lui et René Friedman qui ont fait les premières fécondations in vitro en France. Et lui, il explique que, qu'on le veuille ou non, la PMA l'eugénisme est intrinsèquement lié à la PMA. Même si on s'en défend, même si on ne le veut pas, à la fin, c'est ce qu'on fait. Pourquoi ? Eh bien, parce que la PMA, le processus technologique, suscite des situations de choix. Et dès lors qu'on choisit, eh bien, forcément, on sélectionne.
quand on doit choisir un donneur, il faudrait vraiment être complètement idiot pour aller prendre un homme avec des antécédents médicaux compliqués, des maladies génétiques dans la famille, ou je ne sais pas quoi. Évidemment qu'on va sélectionner des profils médicaux positifs et avantageux. Et donc, on sélectionne. Quand on a 12 embryons sur la paillasse de laboratoire et qu'on va en implanter 2, il faudrait être complètement idiot pour prendre des embryons atteints de maladies génétiques ou qui ont une apparence pas très engageante. Enfin, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on choisit les embryons, hein, et bien sûr qu'on va sélectionner. Vous voyez, donc, en suscitant des situations de choix, forcément, la technique oblige à la sélection. Donc, qu'on le veuille ou non, on se retrouve à sélectionner, même si c'est pas ça qu'on avait voulu. Et encore, aujourd'hui, la sélection est quand même assez limitée. Elle existe déjà, hein. On fait même des PMA pour éviter de transmettre des maladies génétiques. Donc, du coup, on aura une sélection qui est prévue des embryons. Donc, mais enfin, la sélection est assez quand même limitée parce que veulent les gens qui recourent à la PMA? Ils veulent un enfant. Voilà. Ils veulent pas l'enfant parfait. Ils veulent un enfant, et si possible, qui n'ait pas la maladie génétique dont ils sont porteurs. Et on va dire que cette sélection qui existe est cantonnée. Mais le jour où on propose la PMA à des couples fertiles, à votre avis, pourquoi est-ce qu'un couple homme-femme fertile irait faire une fécondation in vitro, avec tous les tracas que ça suppose? Certainement pas pour avoir un enfant sans plus cette fois-ci. Hein. C'est pour avoir tel enfant qui correspond à tel projet. Et l'expérience des autres pays qui ont déjà ouvert la PMA en dehors des indications thérapeutiques est claire. Aux États-Unis, vous avez des couples fertiles qui font des fécondations in vitro. Pourquoi? Pour choisir un garçon ou une fille. Que c'est quand même moins traumatisant de sélectionner un embryon que d'avorter un garçon ou une fille. Hein, voilà. Bon. On peut faire des fécondations in vitro au Royaume-Uni pour éviter un strabisme chez les enfants, donc pour éliminer les enfants porteurs de strabisme. Ou alors en Chine, on fait des fécondations in vitro pour avoir des enfants à fort QI. Donc je me suis longtemps demandé, mais comment est-ce qu'on fait pour sélectionner des embryons sur le QI? Et en fait, c'est plutôt en sélectionnant des donneurs à fort QI qu'on a une chance d'avoir un enfant lui-même à fort QI. Bon bref, vous voyez qu'avec le passage à la PMA généralisée, l'eugénisme qui est déjà intrinsèque à la technique, alors là, il va être débridé parce que cette fois-ci, c'est pas un enfant sans plus qu'on voudra, ça on peut le faire tout seul, hein, et puis gratuitement, c'est l'enfant qui correspond à tel ou tel critère. Quand on voit qu'aux États-Unis, un couple de femmes a engagé la responsabilité de l'hôpital en justice, parce que celle des deux qui avait été inséminée par un donneur avait été inséminée par mégarde, par un donneur noir. Et du coup, elle avait eu un enfant métis, alors que l'enfant était par ailleurs en parfaite santé. Hein, vous imaginez, et d'ailleurs on a déjà des exemples, les procès pour non-conformité du résultat, justement, lorsque l'enfant ne sera pas conforme à ce qui était attendu. Voilà, donc comment circonscrire dans ces conditions qu'impose la technique, que le désir que l'enfant soit sinon parfait, du moins le moins imparfait possible, et bien c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. À partir du moment où on a la possibilité de sélectionner l'enfant, on le fait. Voilà. Hein. Et donc il faut réaliser que la PMA généralisée, ça veut dire la sélection à outrance des enfants. Alors moi, parfois, mes étudiants me disent « Mais madame, c'est super d'avoir des enfants à fort QI, qui n'ont pas de maladie génétique. Après tout, pourquoi vous dites que c'est un problème ?» Alors, il faut réaliser que la sélection des individus, en fait, ce n'est un cadeau pour personne, ni pour eux, ni pour l'humanité en général. D'abord, une attente de résultat sur un enfant, c'est très périlleux, parce que si l'enfant n'est pas à la hauteur, il y aura une déception, hein, qui va rendre très délicate la situation et des parents et de l'enfant. Et puis en plus, on commence à identifier ça, hein, à le dire, c'est que chez les enfants sélectionnés, on les expose au risque du syndrome du survivant, hein, un syndrome qui est bien connu par les psychologues, c'est la culpabilité de celui qui a survécu à un événement où tous les autres sont morts. Alors ça peut être, l'exemple typique, c'est le soldat américain dans les films du Vietnam, qui est revenu alors que tous ses copains sont morts, et lui, il s'en remet jamais. Alors qu'il devrait être content d'exister, mais non, il n'y arrive pas. Voilà. Ça peut être une épidémie, ça peut être un accident de voiture, ça peut être n'importe quoi. Voilà, le syndrome de moi, pourquoi j'existe? Il y a la culpabilité de celui qui existe alors que les autres sont morts. Eh bien, les enfants sélectionnés, eux, ils existent parce qu'ils avaient telle ou telle qualité, alors que les autres sont morts. Et en fait, on les expose à cette difficulté qui n'est pas du tout négligeable. Et donc, c'est un poids qu'on fait peser sur eux. Le poids d'exister parce qu'ils ont une attente et donc d'être à la hauteur, parce qu'ils correspondent à une attente
et d'être à la hauteur des espérances placées en eux. Et puis, pour l'humanité en général, là c'est encore Jacques Testard qui dit que, en fait, ce qui a sauvé l'humanité jusqu'ici, c'était la diversité génétique. À chaque épidémie, à chaque catastrophe, on ne sait pas pourquoi, il y a une partie de la population qui survit. Mais si on commence à sélectionner, en fait, on va sélectionner comment? Toujours sur les mêmes critères. Et en réalité, très rapidement, on va appauvrir le patrimoine génétique de l'humanité. Donc il explique qu'il suffira qu'il y ait un petit virus qui mute je sais pas où, et que l'humanité qui reste ne soit pas résistante à ça, et on va tous y passer. Alors évidemment, c'est très schématique et caricatural, bien sûr. Mais en réalité, la sélection appauvrit l'humanité et la rend beaucoup plus, finalement, nous rend plus vulnérables. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est assez logique que finalement l'eugénisme ne soit même pas finalement si rentable que ça à long terme, parce que c'est rare quelque chose qui n'est pas bien finisse par avoir des résultats positifs. Mais vous voyez, il y a même rien à gagner pour personne à cette sélection. Et le Conseil d'État continue. Donc vous voyez déjà aujourd'hui, on a, je pourrais ajouter, parce que c'est pas dans cette partie-là de mon extrait, on a des centaines de milliers d'embryons congelés dont on ne sait pas quoi faire, pour lesquels la situation est sans issue. Il n'y a pas de bonne solution. Et d'ailleurs, si vous prenez Humanité, dont j'ai déjà parlé, on ne donne pas la solution là-dedans. C'est-à-dire qu'on crée une situation inextricable, et ensuite, il n'y a pas de bonne solution. Et par conséquent, au minimum, les projets de loi de bioéthique successifs devraient prendre des mesures pour arrêter cette fabrication d'embryons en surnombre. Mais non, c'est reconduit systématiquement à chaque fois. Vous voyez déjà, aujourd'hui, la situation générée par le recours à la technologie pour procréer n'est pas du tout anodine et produit des situations sans issue. Nous, juridiquement, on a des procès dramatiques, justement des veuves qui veulent récupérer les embryons congelés quand les conjoints sont morts, des couples qui divorcent avec des embryons congelés. Vous voyez, et même quand tout se passe bien, quand personne ne meurt et que les couples ne se séparent pas, eh bien, vous avez des gens qui témoignent de cette chape de plomb qu'ils ont, ces embryons congelés qui sont là. J'ai entendu des témoignages de couples dans des émissions qui disaient, écoutez, voilà, une femme qui disait, moi j'ai 50 ans, mon mari a 53 ans, on a eu 3 enfants par FIV, on est très contents avec nos 3 enfants, mais il nous en reste 7. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Je suis trop vieille, on va pas les implanter maintenant. Donc tous les ans, on reçoit la petite lettre de l'hôpital qui nous dit, que voulez-vous faire de vos embryons congelés? 1, les garder, 2, les détruire, 3, les donner à la recherche, 3, permettre qu'ils soient accueillis par un autre couple. Ils disent, chaque année, on dit gardez-les. On sait très bien que ça pourra pas durer éternellement, et au minimum, quand nous, on va mourir, ils les détruiront. Mais nous, on peut pas prendre la décision. Et voilà. Donc, donc ça, c'est le genre de choses aussi qui n'est pas non plus un élément essentiel, parce qu'on pourrait éviter. En fait, on l'évite pas. Donc, Et on continue. Je continue avec donc mon extrait du Conseil d'État. Comment appréhender, du point de vue de l'établissement de la filiation et de l'accès aux origines, l'intrusion d'un tiers à travers un don de gamètes dans la relation entre l'enfant et le couple ayant eu recours à ces techniques. Donc le Conseil d'État parle carrément de l'intrusion d'un tiers. Alors, cette histoire du don de gamètes, je vais en parler tout à l'heure, donc je ne l'approfondis pas ici, mais déjà aujourd'hui, la PMA telle que nous la pratiquons suscite ce problème des enfants issus de donneurs, qui, on peut vivre évidemment quand on est issu d'un donneur, bien sûr, mais ils commencent, eux, les premières générations sont adultes, et ils commencent à témoigner, pour certains en tout cas, pour ceux qui s'expriment, et bien là encore de ce poids qu'ils portent du fait d'être issus d'un donneur. Ils se plaignent pas, en général, moi j'aime beaucoup mes parents, enfin j'en suis très reconnaissant de tous ces mandats, c'est pas le problème, mais ils ont ce poids existentiel. Alors voilà, donc ça c'est la situation actuelle qui mérite quand même déjà de réaliser, et puis qui devrait quand même inciter à la prudence, parce que face à ces difficultés qui sont quand même pour la plupart sans issue, sans remède en tout cas, une fois qu'un enfant est né d'un donneur, c'est définitif, voilà, on ne pourra jamais changer ça. Alors on peut l'expliquer, on peut vivre avec, on peut tout à fait l'accepter, on peut pardonner si besoin, mais enfin c'est fait. Les embryons congelés, une fois qu'on les a, ils existent. Et au lieu de prudence, eh bien c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est qu'on va vers toujours plus de technologie, toujours plus de PMA. Le projet de loi permet aussi de proposer la congélation des ovocytes à toutes les femmes. Aujourd'hui, on propose aux femmes de congeler leurs ovocytes si elles vont subir un traitement, par exemple une chimio qui pourrait altérer leur fertilité. Bon, ça se discute déjà, mais enfin là, on veut ouvrir la congélation des ovocytes à tout le monde. Donc ça veut dire que les jeunes filles à qui on va faire miroiter ça
déjà, sans nécessité thérapeutique, on va les faire passer directement par la FIV, et puis par la fécondation in vitro, qui n'est absolument pas anodine en termes de risque, que ce soit pour les femmes ou pour les enfants, parce que les pathologies des enfants qui sont issus de fécondation in vitro se retrouvent chez ces enfants dans des proportions qui sont largement supérieures à la moyenne, hein, qui sont bien plus élevées. Donc, c'est des statistiques, bien sûr. Un enfant né de fécondation in vitro n'a pas toutes les maladies, c'est sûr. Mais enfin, les difficultés qu'il rencontre sont statistiquement plus élevées. Il y a de nombreuses études américaines qui ont été faites sur le sujet par des cliniques pro-PMA, hein, qui font de la PMA, qui sont là juste qui font des études pour améliorer leurs prestations, hein, finalement, et qui justement sont intéressés pour voir est-ce qu'il y a plus d'autisme, est-ce qu'il y a plus de naissances prématurées, est-ce qu'il y a plus et qui se servent de ces statistiques pour ensuite essayer d'améliorer leurs prestations. N'empêche que ces statistiques, elles sont disponibles, et on voit bien que le passage par la fécondation in vitro n'est pas anodin pour les enfants, même d'un point de vue médical. Voilà, donc tout ça, la congélation des ovocytes va susciter finalement pour des femmes le fait de passer par la fécondation in vitro sans nécessité. Hein, tout ça pourquoi? Du coup, c'est pas grave, je comptais en parler tout à l'heure, mais j'en parlais maintenant parce que ça vient maintenant. Quel est le but de tout ça? Jean-Louis Touraine, qui est le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, député, et l'auteur du rapport de la mission parlementaire sur la bioéthique, il est clair dans son rapport. Lui, il propose de légitimer, donc dans la loi, la procréation sans sexe pour tous. C'est exactement ça qu'ils font, hein. On lève le verrou thérapeutique, donc tout le monde a accès à la PMA, à la technologie. Pourquoi? Parce que la PMA avec sexe, ça ne rapporte rien, pas 1 euro. Non, ça rapporte rien. Alors que la procréation technologique, eh bien, ça rapporte gros. Et une jeune fille qui va choisir de congeler ses ovocytes à 18 ans pour faire une FIV ensuite à 40 ans, ça va rapporter, c'est le pactole, hein, parce que déjà pendant 20 ans, on va garder ses ovocytes congelés, le prélèvement, la conservation, tout ça rapporte. Et ensuite, elle va passer par une fécondation in vitro. Le couple fertile qui va faire une PMA, lui aussi, il va rapporter gros. À qui? Eh bien, à l'industrie pharmaceutique et aux techniciens en blouse blanche, parce que à la fin, et ça c'est pas de moi, c'est encore Jacques Testard qui le dit, il dit inséminer une femme fertile avec le sperme d'un donneur fertile, franchement, c'est à la portée du premier venu. Hein. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour faire ça. Et ceux de mes confrères qui se posent en médecin pour ce type d'acte sont des escrocs. Voilà, donc la prestation médicale de PMA pour des couples fertiles, hein, alors évidemment, on peut aussi recourir à des gestes technologiques que seuls les médecins savent faire, mais en général, il n'y a pas besoin. Alors ça, si on veut sélectionner des embryons, etc., oui. Mais n'empêche que il faut réaliser que le moteur réel du projet de loi dont nous parlons, c'est le marché. Et Jacques Testard, dans ses conférences, si vous avez le temps, franchement, tapez sur YouTube, Jacques Testard, écoutez une de ses conférences, c'est très intéressant. Il dit que ce marché, il existe déjà aujourd'hui. C'est comme l'eugénisme. En fait, ça existe déjà. Ça existe déjà parce que les gens sont fascinés par la technique et qu'ils en demandent toujours plus. Les médecins ont affaire à des patients qui sont très demandeurs, qui sont prêts à se soumettre à toutes les contraintes, dans l'espoir d'avoir un enfant. Ils sont prêts à tout essayer. Et même, ils veulent tout essayer pour ne pas avoir de regrets ensuite. Et donc, il dit que déjà aujourd'hui, il y a un sur-recours à la PMA. D'ailleurs, moi j'ai déjà entendu souvent des médecins, alors ils ne le disent quand même pas au micro des colloques universitaires, mais en tout cas largement au déjeuner où on discute un peu librement, ils disent qu'ils font des FIV compassionnelles. Qu'est-ce que c'est une FIV compassionnelle? C'est le médecin qui a affaire à une femme qui veut à tout prix un enfant. Il sait très bien que ça n'a aucune chance de marcher parce que ces conditions font que c'est vraiment, il faudrait un miracle et lui n'est pas en mesure de fournir ce miracle. Mais comme la femme le supplie, et ben finalement il va lui faire sa FIV pour qu'elle puisse être en paix avec elle-même et avoir la satisfaction d'avoir tout tenté, tout essayé. Et quand on pense au risque que la FIV fait courir aux femmes, on peut déjà se poser des questions en termes de qualité des soins, et puis quand on voit ce que ça coûte, en termes de bon usage des ressources de l'assurance maladie. Hein. Donc ce sur-recours à la PMA, Jacques Testard constate qu'il existe déjà aujourd'hui, et que le marché, le business, existe déjà un petit peu aujourd'hui. D'autant plus que les patients sont d'autant plus prêts à supporter toutes les contraintes et à se livrer à tous les examens possibles et imaginables que c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc évidemment, ça aide aussi.
accepter un énième test s'il faut payer. On dit, écoutez, vous êtes sûr que ça sert à quelque chose, ce truc? En revanche, si c'est pris en charge par l'assurance maladie, on y va, hein, on y va. Mais ce marché, s'il existe un petit peu déjà aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est comme l'eugénisme, qu'il est quand même bridé, il est limité, il est cantonné par ce fameux verrou thérapeutique de l'infertilité. Bon, déjà, Jacques Testard explique qu'il y a plein de couples à qui on propose des FIV, tout simplement parce que, au bout de 3 mois d'arrêt de contraception, ils n'ont pas d'enfant, et du coup, on passe directement à la FIV. Alors, je dis pas que tous les médecins font ça, hein, et lui, il constate que c'est courant. Mais bon, quand même, il faut avoir un minimum un homme, une femme vivant en âge de procréer, hein. Donc, ça limite quand même le champ du marché. Et justement, cette PMA, soi-disant pour les femmes, elle est l'occasion, le prétexte de faire sauter ce verrou et d'élargir le public pour le marché. Voilà. Donc, c'est... D'ailleurs, j'ai un petit livre là-bas au fond qui n'est pas écrit par moi-même mais par une de mes collègues qui s'appelle une avocate, Olia Sarton, qui s'appelle PMA, ce qu'on ne vous dit pas. Et dans son petit bouquin, elle a vraiment mis en lumière cet aspect-là, le côté business, hein, qui sous-tend ce projet de loi. Alors, le projet de loi bioéthique prévoit d'ouvrir la PMA, donc l'accès à la technique pour procréer en dehors des cas d'infertilité, ce qui concerne les femmes seules, les couples de femmes et le public en général, tout le monde, y compris les couples hommes-femmes fertiles. Avec, j'ai commencé par finalement la fin, hein, ces couples hommes-femmes fertiles, cette généralisation de la technologie, hein, qui fait passer de la procréation humaine à la production de l'humain, hein, parce qu'on est quasiment à la production industrielle, clairement, et qui nous conduit à nous poser la question, qu'est-ce que la société veut faire avec cette technique de la PMA? En l'état, au moins, que ça reste une réponse médicale à un problème médical, ou est-ce qu'on veut passer à la PMA généralisée, avec la sélection des enfants à la clé, hein, comme on l'a dit, et avec la procréation devenue un véritable business. Disons quelques mots maintenant de cette PMA pour les femmes, hein. Donc vous voyez, à la limite, je pourrais presque m'arrêter là, pour moi l'essentiel est dit. La PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, c'est une mesure qui emporte des enjeux qui sont importants, je veux dire maintenant, mais même si elle n'était pas dans le projet de loi bioéthique, déjà, ce qui est, je pense, nous donne des raisons suffisantes pour écrire à notre sénateur en sortant d'ici, hein, et pour expliquer, parler de ce projet de loi. Mais quand même, la PMA pour les femmes suscite à elle aussi des difficultés spécifiques. Alors quelles sont-elles? Eh bien, l'insémination par des donneurs de femmes célibataires en couple de femmes, ça signifie pour les enfants nés de ces PMA, tout simplement, la programmation de l'absence de père. Alors, je ne parle pas du fait que certaines personnes ne connaissent pas leur père, n'ont pas leur père, parce que ça, c'est un fait que la société accueille, qu'elle gère comme elle peut, et qui n'emporte pas de responsabilité particulière. Et les aléas de la vie, l'inconséquence des uns, l'égoïsme des autres, la légèreté des troisièmes, fait que certaines personnes, en effet, ne connaissent pas leur père, ne le connaîtront jamais, ne l'ont jamais connu. Et ça, voilà. Et nous ne parlons pas du tout de ça ici. Nous parlons de la programmation délibérée, hein, et organisée par la loi elle-même de l'interdiction d'avoir son père. Parce que le projet de loi est très clair, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le donneur. Donc non seulement il n'y a pas de père, mais il n'y a même pas d'espoir d'un jour le rencontrer, le connaître. Enfin, encore le connaître, on va voir que le connaître oui, mais en tout cas sur la filiation, c'est non. Donc il s'agit bien de l'interdiction légale d'avoir son père. Et ça, eh bien, c'est contraire aux droits de l'enfant. C'est contraire aux droits de l'enfant. Je ne vais pas citer des tonnes de textes, on va juste évoquer la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée par l'ONU en 1989 et ratifiée par la France et qui a donc une valeur supérieure à la loi française et donc au projet de loi. Eh bien, ce texte nous dit que l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors, dans la mesure du possible, bien sûr, parce que l'État ne peut pas garantir à tout le monde de connaître ses parents. On n'a pas une créance vis-à-vis de l'État qui nous fournisse les coordonnées de nos parents. Non. Mais en tout cas, ce texte interdit aux États de prendre des mesures qui empêchent les gens de connaître leurs parents et d'être élevés par eux dans la mesure du possible. Alors, on pourra tourner le texte dans tous les sens comme on voudra. Qui sont les parents de l'enfant? Est-ce que c'est seulement les parents biologiques? On pourrait en discuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le père en fait partie. Hein, le père en fait partie. Et donc, l'interdiction légale d'avoir son père, c'est contraire aux droits de l'enfant. Bon, mais même si on
on quitte ce terrain proprement juridique, on voit bien qu'il est tout à fait différent, que la vie suscite son lot de difficultés, chacun son lot. Il y a des enfants qui ont leur père et leur mère et qui vont avoir des difficultés bien pires dans leur vie, bon, voilà. Mais c'est tout à fait différent que de susciter délibérément une situation. Et que donc il est injuste de priver délibérément un enfant de la possibilité d'avoir son père. Alors c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça, de discerner l'injustice qui résulte de cette mesure, parce que quand on pense à l'absence de père, en tout cas à l'absence de son père biologique, parce que on peut dire à la limite, si l'enfant dans la couple de femmes, est-ce que la deuxième femme va pas pouvoir remplacer le père qui n'a pas ça? Bon, on a du mal à percevoir exactement la difficulté et l'injustice pour l'enfant, parce qu'on pense à des situations qui sont déjà familières et qui pourraient ressembler à ce que prépare le projet de loi. Et on pense tout de suite à l'adoption et aux enfants issus de donneurs, de dons de gamètes. Alors l'adoption et aussi l'accouchement sous X. Ce sont en effet deux institutions du droit français, enfin deux mesures qui existent et qui organisent délibérément le fait que, légalement, on sait que l'enfant n'a pas la possibilité de connaître ses parents d'origine et encore moins d'être élevé par eux. Lorsqu'une femme accouche sous X, juridiquement ça s'appelle l'accouchement dans le secret, eh bien l'enfant ne saura pas de qui il est né, qui est sa mère. Et donc par ricochet, il ne saura pas non plus quel est l'homme. Lorsque l'adoption plénière est prononcée, ça coupe les liens définitivement avec la famille d'origine de l'enfant. Quand bien même par la suite, on retrouverait un parent biologique qui sera en mesure de s'occuper de l'enfant ou je sais pas quoi, non, c'est trop tard, c'est fini, c'est fait. Et alors dans ce contexte, on peut dire, bon bah finalement, est-ce que la PMA pour les femmes, c'est pas une espèce de conception sous X, et une espèce de une forme d'adoption un peu différente, mais comme les autres. Alors la réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Que ce soit en termes juridiques ou que ce soit en termes non juridiques, mais juste de bon sens anthropologique, c'est que d'un point de vue juridique, nous parlons de droits de l'enfant. Et les droits de l'enfant, comme tous les droits, ce ne sont pas des obligations. On n'a jamais dit l'enfant a l'obligation de connaître ses parents et d'être élevé par eux, dans tous les cas. Parce que si c'est une obligation, bonjour le cadeau, ce droit, que ça risque de se retourner contre lui dans certains cas. Dans quel cas? Eh bien justement, lorsque l'intérêt de l'enfant exige que lorsque c'est nécessaire pour son bien, eh bien les parents d'origine soient mis de côté au profit d'une autre solution. Et c'est ce que font tant l'adoption que l'accouchement sous X. Lorsque on permet l'accouchement dans le secret, c'est pas pour le plaisir que l'enfant ne connaisse pas ses parents. C'est parce qu'à partir du moment où une femme ne veut pas donner son identité pour accoucher, eh bien l'enfant est exposé à un risque d'abandon sauvage ou d'infanticide. Et en tout cas, on préfère qu'elle vienne accoucher à l'hôpital et qu'elle soit prise en charge médicalement si besoin, plutôt qu'elle aille accoucher dans la rue n'importe où, ou chez elle. Et donc, cette mesure n'est pas du tout un modèle ou l'idéal, c'est un moindre mal, finalement, pour sauvegarder la vie de l'enfant, tout simplement. C'est pareil pour l'adoption. Ça, s'il y a vraiment une chose qu'il faut réaliser, c'est que l'adoption n'a jamais privé un seul enfant de ses parents d'origine. L'adoption intervient au profit d'enfants qui ont été privés, ça oui, de leurs parents d'origine, et par les malheurs et aléas de la vie. Et l'adoption intervient pour réparer cela. Elle intervient dans l'intérêt de l'enfant qui a été privé de ses parents. Donc, d'un point de vue de technique juridique, à partir du moment où ces mesures interviennent dans l'intérêt de l'enfant, elles justifient des aménagements, voire des exceptions à ce qui est proclamé comme droit par ailleurs. Et en dehors de ce contexte juridique, eh bien, on comprend tout à fait qu'il est bien différent, que le fait qu'on puisse réparer dans certains cas une situation néfaste pour l'enfant et qu'on puisse mettre de côté les parents biologiques dans l'intérêt de l'enfant ne justifie en rien de provoquer délibérément la même chose, non pas dans l'intérêt de l'enfant cette fois-ci, mais pour réaliser le désir d'enfant d'autrui. Voilà, donc l'adoption ne peut pas servir de prétexte. Et puis de toute façon, l'adoption, c'est comme l'accouchement sous X. L'adoption n'est pas un modèle. L'adoption n'est pas quelque chose de simple en plus. Il y a des adoptions qui se passent très bien, mais c'est pas toujours le cas. Et l'adoption peut être une superbe histoire, justement, qui va... Si l'adoption comble de joie les parents adoptifs, c'est tant mieux, mais ça n'est pas son but. L'adoption n'est pas là pour donner des enfants à des gens. Elle est là pour donner des parents à un enfant qui a été privé des siens. On voit bien que c'est une mesure qui est tout entière orientée au service de l'enfant. Et donc, cette mesure qui est une mesure réparatrice d'un problème
dans l'intérêt de l'enfant, ne peut pas servir de prétexte à provoquer, au lieu de réparer, une situation équivalente dans l'intérêt d'autrui. Alors, on se dit, d'accord pour l'adoption, d'accord pour l'accouchement dans le secret, mais en tout cas, il y a une mesure qui, aujourd'hui, que tout le monde supporte très bien, et qui est pour le coup, cette fois-ci, totalement provoquée, c'est justement le recours au don de gamètes. Et en effet, la loi actuelle permet à un couple homme-femme vivant en âge de procréer, s'il ne peut pas fournir lui-même les gamètes nécessaires à la conception de l'enfant, de recourir à des donneurs. Donc on va bien délibérément faire naître des enfants qui n'auront pas leurs parents biologiques comme parents. Alors est-ce que c'est un problème ? Une fois qu'on est là, on dit, vous voyez, c'est pas un problème finalement de ne pas avoir ses parents biologiques, donc pourquoi pas avoir derrière une deuxième mère. Ça, on verra ça après. Ça nous oblige quand même pour l'instant à nous attarder 5 minutes sur cette histoire du don de gamètes. Est-ce que c'est problématique ? À première vue, on a envie de répondre non, parce que chacun a l'intuition et l'expérience que la filiation, y compris en droit, ne se réduit pas à relayer une information biologique. Elle est beaucoup plus que ça. La filiation ne se réduit pas à l'information « je suis issu d'un tel et moi j'ai engendré un tel ». Il y a la dimension vécue, affective, symbolique, juridique. Voilà. Et d'ailleurs, même en droit, l'adoption est le signe le plus visible que la filiation ne se réduit pas au lien biologique. Et puis de façon très courante, lorsque la présomption de paternité dans le mariage désigne le mari comme père, on ne vérifie pas un test de paternité. Lorsqu'un homme reconnaît un enfant, on ne vérifie pas qu'il est le père. Ok, mais alors, pour autant, sous prétexte que le lien biologique n'est pas le tout de la filiation, est-ce qu'on peut prétendre qu'il est indifférent, qu'il serait anodin, qu'il serait rien finalement, tellement rien qu'on pourrait, sans dommage pour l'enfant, l'écarter délibérément ? Et cette fois-ci, la réponse est non. Parce que d'abord, précisons que l'adoption est une mesure réparatrice, qui n'est pas un modèle. Deuxièmement, si on ne vérifie pas que le mari est le père, ni l'auteur de la reconnaissance, je rappelle quand même que leur paternité est présumée correspondre à la réalité. Et si jamais il y a un contentieux, donc si jamais leur paternité est contestée, comment est-ce que le juge va trancher le conflit ? Il ne va pas choisir entre les deux candidats à la paternité, lequel est le meilleur éducateur, lequel offre le plus de chance à l'enfant. Non. On va faire un test génétique et on va voir lequel a engendré l'enfant. Donc, cette paternité établie sans vérification, elle est présumée correspondre à la réalité. Et en cas de contentieux, on reviendra à la réalité biologique. Et puis surtout, chacun peut faire l'expérience immédiate de ce que le lien biologique n'est absolument pas indifférent. L'angoisse des échanges des bébés à la maternité, c'est l'angoisse partagée par tous les jeunes parents, qui sont toujours en train de vérifier que c'est bien le leur. Et d'ailleurs, les procès auxquels donnent lieu les échanges dramatiques d'enfants sont révélateurs. J'ai en tête un jugement du tribunal de grande instance de Grasse qui a octroyé 400 000 € de dommages-intérêts à 2 jeunes filles qui avaient été échangées par erreur à la naissance à la maternité. Bon, les parents et les frères et sœurs ont été indemnisés aussi. Alors, s'il est vrai que le lien biologique n'est absolument rien en matière de filiation, qu'on peut l'écarter, que ça n'a aucune incidence, quel est le problème ? 400 000 € quand même, ce n'est pas un petit préjudice. Bon, ça, c'est des cas exceptionnels. Alors, on va prendre un cas un peu plus courant, les PMA. La fameuse PMA. Je vais prendre l'exemple d'un couple, monsieur et madame Dupont, qui sont en processus de PMA. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un enfant. Ils veulent un enfant plus que tout. Et voilà qu'ils attendent un enfant, mais aïe, l'hôpital les informe de ce qu'il y a eu une erreur d'éprouvette et que madame Dupont a été inséminée par les gamètes d'un autre homme que son conjoint, ou même carrément qu'on lui a implanté un embryon d'un autre couple. Alors encore une fois, s'il est vrai que la biologie n'a rien à voir avec la filiation, que seul compte l'amour, le désir et l'investissement des parents auprès de l'enfant, le fait que l'enfant soit issu d'un autre couple ne devrait poser aucun problème. C'est peut-être plus compliqué que prévu, parce que pour ces couples, c'est un drame. C'est un véritable drame. Et en tout cas, si on croit les données de l'Agence de la biomédecine, qui est l'agence d'État qui chapeaute toute l'activité de PMA, quand ça arrive, et que les erreurs sont détectées pendant la grossesse, il semble que dans la totalité des cas, les couples préfèrent avorter. Donc si les couples en processus de PMA préfèrent ne pas avoir d'enfant du tout, plutôt que d'avoir un enfant qui n'est pas issu de leur gamète, est-ce que c'est pas un peu léger de décréter pour les enfants, eux, ce serait totalement indifférent d'avoir comme parents leur géniteur ou n'importe qui d'autre. On voit bien que ce discours est incohérent. Et en général, qui dit incohérent dit injustice. Ça s'appelle l'égalité devant la loi. Bon. D'ailleurs, justement, la première génération des jeunes issus des dons commence à s'exprimer. Et pour ceux qui s'expriment, justement, ils expliquent que quand bien même on l'appellerait donneur, être issu de quelqu'un, ça n'est pas indifférent. Ça n'est pas indifférent. Voilà.
Alors, le projet de loi bioéthique prévoit de lever l'anonymat, si l'enfant le demande, à sa majorité. Alors, la commission des lois du Sénat a modifié ça. L'enfant pourra demander la levée de l'anonymat, il faudra demander au donneur s'il est d'accord. Mais l'Assemblée nationale va très vraisemblablement rétablir son système, qui est que, à sa majorité, l'enfant peut demander à connaître l'identité du donneur. Et s'il le demande, on lui donnera. Et de toute façon, ne pourront donner que des hommes qui acceptent la levée de l'anonymat. S'ils ne veulent pas la levée de l'anonymat, ils ne donnent pas. Voilà, donc ça c'est clair. Mais ce ne sera pas la solution miracle. Hein. Je veux dire, est-ce que quelqu'un a déjà imaginé qu'est-ce que ça va donner la levée de l'anonymat des donneurs? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire du nom et du prénom de leur donneur? Est-ce qu'ils vont vouloir le rencontrer? Ils vont vouloir le rencontrer pourquoi? Pour lui demander de l'affection, de l'argent, financer leurs études? Est-ce qu'ils vont le remercier? Est-ce qu'ils vont leur mettre un point dans la figure? On n'en sait rien. Il y aura certainement de tout. Il y a Arthur Kermavelzen, qui est un des jeunes qui a monté une association PMA anonyme, etc., qui a écrit 2 bouquins qui sont très intéressants. Parce que lui, il a retrouvé son donneur. Donc, il a retrouvé son donneur par une enquête et tout. Et donc, il a noué avec cet homme une relation qui est quand même très intéressante. Et il dit bien, il avait bien dit au début dans la presse, partout, je livre aucun secret, puis il a écrit dans son bouquin. Je ne cherche pas un père j'en ai déjà un, c'est mon père légal, celui qui m'a aimé, éduqué, tout ça. La preuve que la filiation ne se réduit pas à la biologie. Très bien. N'empêche que, il a créé avec cet homme, son donneur, un lien qui est devenu très particulier. Il a voulu connaître la famille de cet homme-là, enfin finalement de connaître sa famille, quoi. Et les 3 dernières pages de son livre, il finit par dire, en fait, je dois le reconnaître, c'est mon père biologique. Alors que pourtant, il disait bien au début, je ne cherche pas un père. Et en plus, son père légal, c'est toujours son père. Mais n'empêche que l'autre, son donneur finalement, et ce donneur, il l'a très bien accueilli, Arthur, ça s'est très bien passé. Il a été très disponible. Mais le donneur, même le jour où ça va bien se passer, comme avec Arthur, il sera disponible pour le premier qui va toquer à sa porte. Bon. Peut-être que le deuxième, ok, ça ira encore. Mais le troisième, le 8e, le 9e, est-ce qu'il va refaire l'histoire à chaque fois avec chacun? Alors voilà, les photos de mes parents, voilà. Il y aura forcément peut-être quelques questions, quelques réponses à des questions existentielles, mais il y aura aussi énormément de déceptions et beaucoup d'autres souffrances, c'est évident, quoi. La levée de l'anonymat ne peut pas tout résoudre. Et puis de toute façon, comment est-ce que la levée de l'anonymat, le prénom et le nom d'un homme à 18 ans, pourrait compenser toute une enfance, une adolescence sans père, et puis sans père, et puis toute une vie aussi sans père, parce que le donneur n'a pas vocation à être père. Et puis en plus de ça, il faut aussi réaliser que les jeunes qui cherchent aujourd'hui des donneurs, pour ceux qui les cherchent, ils ne les cherchent pas tous, ils sont très clairs, même si on voit bien que c'est ambigu. Ils disent bien, je ne cherche pas un père j'en ai déjà un. C'est mon père, quoi, tout simplement. Mais les enfants issus des PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, eux, ils ne pourront pas en dire autant, un père, j'en ai déjà un, parce que justement, ils n'en auront pas. Donc, le donneur pourrait prendre à leurs yeux une importance non prévue dans le processus, qui sera à l'origine de beaucoup de déceptions et de beaucoup de souffrances. Surtout qu'en plus, eux, pour le coup, ils auront vraiment à se construire et à grandir sans père. Alors, quelques mots encore, 2 minutes. Là, j'ai un petit peu parlé des enfants. Il y a encore des choses à dire sur les études, etc. On y reviendra si vous voulez en cas des questions. Moi, je voudrais dire qu'il n'y a pas que les enfants issus de ces PMA qui sont concernés. La société entière est concernée parce que lorsque la PMA est demandée par des couples de femmes, l'enfant sera rattaché à ces 2 femmes. Ça existe déjà en droit français avec l'adoption par 2 femmes ou 2 hommes, qu'on doit à la loi Taubira de 2013, qui a ouvert le mariage aux personnes de même sexe et au passage, automatiquement, l'adoption. Bon, mais c'est déjà problématique sur le concept de filiation, mais aujourd'hui, la parenté de même sexe est cantonnée à la filiation adoptive, ce qui est déjà incohérent, mais enfin qui préserve le droit commun de la filiation. Concrètement, dans le Code civil, il y a 2 titres. Il y a un titre, le droit commun de la filiation, et un autre titre, la filiation adoptive. Ce qui fait que le droit commun de la filiation, lui, pour l'instant, n'est pas encore, ne bouge pas. Mais avec le projet de loi et la PMA demandée par les 2 femmes, elles ne veulent pas d'une adoption. Elles veulent être désignées comme mère au pluriel dans l'acte de naissance d'origine. Justement, c'est très compliqué, parce qu'on ne sait pas trop comment mettre ça. Soit on met la mère qui a accouché et la deuxième à côté comme deuxième mère, mais alors ça ne satisfait pas la moitié des revendications, parce que les 2 femmes ne sont pas sur un pied d'égalité, on distingue entre celle qui a accouché et l'autre. Alors, deuxième possibilité, on met les 2 femmes sans désigner celle qui a accouché,
Mais cette fois-ci, mais ça va pas du tout parce qu'on traite les couples de femmes différemment des couples hommes-femmes, c'est scandaleux, pourquoi est-ce que celle qui a accouché n'est pas notée comme... Bon, en fait, on voit bien que c'est inextricable de toute façon de faire comme si c'était pareil, parce que ce n'est pas la même chose. Mais bon, en tout cas, le but est que les deux femmes figurent sur l'acte de naissance comme mères d'origine. Bon, et alors là, c'est là que la filiation, quoi qu'on en dise, change de sens. On nous dit, mais ça ne change rien, ça ne retire rien à personne, ça permet simplement à d'autres de bénéficier de ce... Voilà, c'est toujours le même langage, alors qu'en réalité, c'est faux. Pourquoi ? Pour le comprendre, il faut juste rappeler ce qu'est la filiation. La filiation, tiens, si je devais demander là, lever la main, qu'est-ce que la filiation ? C'est pas si facile à définir. Mais en revanche, il y a quelque chose que nous savons tous faire, c'est attester de notre filiation. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit attester sa filiation ? On fait tous la même chose, parce qu'il n'y a qu'une chose à faire. On produit notre acte de naissance. Un extrait d'acte de naissance. Eh bien oui, la filiation découle de l'acte de naissance, qui, comme son nom l'indique, dit à chacun de qui il est né. Alors, cette naissance à laquelle renvoie l'enfant, donc cet engendrement de l'enfant, comme on l'a vu, elle est le plus souvent biologique, mais on ne s'arc-boute pas sur la réalité biologique, et cette naissance dont découle la filiation, cet engendrement peut être aussi symbolique. Donc l'engendrement symbolique, l'idée c'est que la filiation symbolique, c'est que l'enfant n'est pas issu biologiquement de ses parents, et éventuellement il le sait, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il peut aussi le savoir, mais il se pense comme tel, se construit comme tel. Et ça c'est ce qu'on appelle la dimension symbolique de la filiation, ce qui permet aux psychologues, aux psychiatres de dire que tous les parents doivent adopter leurs enfants. Parce qu'en réalité, pour tout le monde, la dimension symbolique de la filiation a vocation à se mettre en place très rapidement et même à dépasser le lien biologique. Parce que si dans une famille, la façon de vivre la filiation se réduit à l'information « je suis issu des gamètes d'un tel et moi j'ai engendré le rejeton que voici », je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ambiance. Cette filiation a toutes les chances de demeurer lettre morte. De toute façon, le lien biologique a vocation assez rapidement à être dépassé, transcendé par la mise en place par ce schéma symbolique de la filiation. Donc c'est la filiation vécue, appropriée par les différents protagonistes. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on peut quand même comprendre que la filiation, même définie en référence à cette réalité charnelle de l'engendrement, elle ne s'arc-boute pas sur le lien biologique, justement parce qu'il est possible de mettre en place cette dimension symbolique, y compris en l'absence de lien biologique. Bon, ce sera plus difficile, parce que le lien biologique quand même facilite, rend évident, permet la mise en place de la dimension symbolique. Et quand il n'y a pas ce support biologique, eh bien, il y a clairement une difficulté objective et réelle qu'on peut tout à fait dépasser, mais qui existe. Bon, mais en attendant, il est possible que la dimension symbolique de la filiation se mette en place, même si le père ou la mère ou les deux ne sont pas les parents biologiques. Cela dit, pour que cette dimension symbolique se mette en place, encore faut-il que les parents offrent à l'enfant un cadre qui soit cohérent au regard des exigences de la réalité charnelle de la procréation pour rendre possible ce schéma symbolique. Donc il faut que les parents soient un homme, une femme, vivants et en âge de procréer au moment de la conception de l'enfant. Et on retrouve les conditions d'accès à la PMA, et qui étaient aussi, jusqu'à très récemment, les conditions de l'adoption. Voilà, avec l'adoption, il y avait l'écart d'âge minimum ou maximum entre les adoptants et l'enfant. Donc on comprend que, comme deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas engendrer un enfant, pas même symboliquement, eh bien, à partir du moment où on accepte la filiation, la maternité de deux mères, puisque c'est dont il s'agit, mais c'est exactement la même chose avec les hommes, quoi qu'on en dise, et bien qu'on emploie comme si de rien n'était les mots filiation père-mère, en réalité la filiation change de sens. À partir du moment où il y a deux femmes sur l'acte de naissance de l'enfant, la filiation ne peut plus indiquer à chacun de qui il est né, pas même symboliquement. Alors que veut dire la filiation, nouvelle formule ? Eh bien, elle dit, parce qu'il y a quand même la réalité de deux femmes et un enfant et un lien qui s'est tissé entre les deux. Donc qu'est-ce que la filiation finalement dit de cette situation ? Elle désigne à l'enfant ses responsables légaux. Les parents deviennent un peu comme des tuteurs. Mais un tuteur n'a jamais indiqué à personne son origine. Un tuteur ne place personne dans la chaîne des générations, ne lui donne une généalogie. Et donc, vous voyez que la fonction parentale se retrouve ramenée à une relation d'éducation.
Encore une fois, ce n'est pas rien, c'est quelque chose, mais c'est différent. Parce qu'avant d'être des éducateurs, et même parfois ils peuvent être très mauvais éducateurs, avant d'être des éducateurs, les parents ont ce rôle statutaire qui les constitue comme tel d'indiquer à l'enfant son origine. Et là, avec la filiation nouvelle formule, les parents n'indiquent plus à l'enfant son origine, même pas symbolique, ils sont juste ses éducateurs dans la vie normale, et juridiquement, ses responsables légaux. Voilà. Et donc on a un appauvrissement du statut de parent dont il faut avoir conscience. On peut se dire, mais génial, n'importe quel adulte, du moment qu'il est investi auprès de l'enfant, peut jouer le rôle peut avoir ce statut de parent. La biologie, on s'en fiche complètement. C'est très bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire que ça ne change rien, parce que ça n'est pas vrai. Et puis le jour où on va prétendre que, comme le dit Jean-Louis Touraine dans son rapport, ce n'est pas le géniteur, ce n'est pas l'apport de gamètes qui fait, ce n'est pas l'engendrement qui fait le parent, c'est l'investissement affectif, c'est l'engagement, c'est la volonté. Le jour où on va vraiment poser ça dans la loi, il va falloir l'assumer. Et alors cette fois-ci, on ne pourra plus se plaindre des erreurs d'éprouvettes, tout ça. Si la biologie n'est rien, elle n'est rien pour personne. Bon. Alors, donc, avec la double maternité d'origine, parce que vous voyez, la filiation adoptive, elle se présente quand même comme une filiation de remplacement. Donc, normalement, pour apporter un remplacement optimal à l'enfant, il faudrait qu'elle remplace ce que l'enfant a perdu. Bon, avec l'adoption par 2 hommes ou 2 femmes, malheureusement, ça n'est plus le cas. Mais vous voyez que, encore conceptuellement, en faisant un gros effort, on peut réussir à mettre la filiation adoptive de côté. Mais à partir du moment où on a la PMA pour les femmes avec la filiation d'origine à l'égard des 2 femmes, alors cette fois-ci, on change le sens de la filiation. On l'appelle parenté sociale, parenté intentionnelle, et le fondement de la filiation n'est plus l'engendrement de l'enfant biologique ou au moins symbolique. Le fondement de la filiation, c'est la volonté des adultes. Et alors là, il faut encore réaliser ce que ça veut dire. Parce que la volonté des adultes, si c'était une garantie, une référence, ça se saurait. Même si on accepte de passer dans le régime de la volonté, eh bien, il faut réaliser que l'enfant qui ne fait l'objet d'aucune volonté, d'aucun projet parental, il se retrouve laissé pour compte. Aujourd'hui, quand un homme n'assume pas sa paternité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas? Eh bien, il y a l'action en recherche de paternité, qui permet de lui imposer la paternité d'un enfant et la pension alimentaire qui va avec. Mais demain, si la volonté est le nouveau fondement de la filiation et que la biologie est complètement déconsidérée, l'engendrement de l'enfant étant hors sujet, comment voulez-vous imposer la responsabilité d'un enfant à un homme sous prétexte qu'il l'a engendré, alors qu'il n'a aucun projet parental et qu'il n'a aucune intention d'être père, qu'il n'a aucune volonté? Impossible. Et donc, fini l'action en recherche de paternité qui deviendra discriminatoire. Et c'est pas du tout une vue de l'esprit. La Cour de cassation a déjà rejeté au moins 3 fois, à ma connaissance, et peut-être d'autres fois qui n'ont pas été publiées, des questions prioritaires de constitutionnalité, donc demande de vérifier la conformité à la Constitution, par des hommes qui justement contestaient l'action en recherche de paternité qui permettait de leur imposer une paternité. Bon là, aujourd'hui en l'état, on peut rejeter leur action, mais dès lors que l'intention, la volonté de l'adulte devient le seul fondement de la filiation, cette fois-ci, ils vont avoir raison, bien sûr. Donc l'enfant, si la volonté de l'adulte ne veut pas de lui, l'enfant reste sur le carreau. Mais vous pouvez avoir aussi le cas inverse. Il y a un surinvestissement auprès de l'enfant. L'enfant fait l'objet de trop de volontés, de plusieurs. Et cette fois-ci, on passe à la pluriparenté. Et c'est pas non plus une vue de l'esprit. Aux États-Unis et au Canada, dans les États qui ont donc ouvert la PMA en dehors d'indications thérapeutiques avec ses filiations d'origine à l'égard de 2 hommes ou 2 femmes, eh bien les juges n'ont eu d'autre choix que d'allonger le nombre des parents. Parce que c'est la référence à l'engendrement de l'enfant qui limite les parents à 2. À partir du moment où c'est le projet parental qui est le fondement de la filiation, ce projet parental peut impliquer 1, 2, 3 ou 4 adultes. Et il ne faut pas s'imaginer que c'est toujours que ça va toujours bien. Alors on voit souvent 2 femmes, la mère biologique, la compagne de la mère et le père biologique. Très franchement, de toute façon l'enfant il saura qui est qui. Bon, mais j'ai aussi vu des arrêts, j'en ai un en tête, je pourrais vous le citer si vous voulez dans mon ordinateur si ça vous intéresse. Eh bien, c'est que ce 3e parent a été imposé aux parents biologiques. C'était le cas d'un homme et une femme, tous les 2 homosexuels, qui vivaient en couple chacun de leur côté, qui se sont mis d'accord entre eux pour avoir un enfant, parce qu'ils voulaient que leur enfant connaisse ses parents. Jusque-là, ça ne regarde pas la loi, ça ne regarde personne, c'est leur vie privée. Et sauf que cet homme avait donc un compagnon, et quelques années après, il s'est séparé du compagnon. Et le compagnon a dit, mais au fait, là, le gamin, là,
il est à moi aussi. Et le père et la mère ont dit non, c'est pas toi le père. Et donc l'ex-concubin s'est pourvu en justice, et contre la volonté des parents biologiques, le juge lui a donné raison et l'a reconnu qu'un troisième parent. Et c'est totalement logique, c'est pas un excès à l'américaine qu'on pourrait cantonner en France, pas du tout. Hein, c'est que si c'est l'investissement de l'adulte, son intention, sa volonté, et puis qui fait le parent, eh bien il est logique de reconnaître tous ceux qui sont investis dans le projet affectif éducatif comme parents s'ils le demandent. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire ce changement de la filiation. Alors qu'encore une fois, on peut s'en réjouir, dire mais la pluriparenté c'est génial, mais il faut en avoir conscience, et à nouveau, ce qui est sûr, c'est qu'il est faux de dire ça ne change rien. Alors je conclus. Pour finir, je rappelle que si une femme célibataire ou en couple avec une autre femme décide d'avoir un enfant par le moyen qu'elle choisit, eh bien celle-là ne nous regarde pas. Moi, je ne vais pas aller toquer à la porte de ma voisine pour lui dire « Excusez-moi, vous n'avez pas de mari, est-ce que vous avez l'intention d'avoir un enfant sans père ?» ou si elle est avec une autre femme, est-ce que vous comptez aller trouver un donneur? Non, ça ne me regarde pas. Si elle me demande mon avis, je lui donnerai avec plaisir, mais je me vois mal m'en mêler. Et puis, cette femme, quels que soient les choix qu'elle a faits, eh ben, elle fera comme tout le monde qui font d'autres choix. Le moment venu, elle prendra ses responsabilités et elle expliquera à son enfant pourquoi il n'y a pas de papa. Et comme on sait très bien, je ne dis pas que c'est un modèle à suivre, hein, mais en effet, les femmes ont cette possibilité d'avoir des enfants qui ne sans que ces derniers connaissent leur père, et c'est d'ailleurs un argument pour dire puisque c'est le cas, autant non, justement. Ça relève de la vie privée d'une personne qui prend ses responsabilités, qui ensuite assume ses choix, et on souhaite à cette femme et à cet enfant la meilleure vie possible, évidemment. On ne parle absolument pas de ça. Nous parlons de la loi. Cette fois-ci, cette femme demande à la loi de dire à son enfant, déjà de lui fournir les gamètes, la prestation médicale, mais ça encore elle peut le trouver toute seule. Il y a plein d'annonces sur internet pour trouver des donneurs, etc. Donc ça, ce que cette femme demande à la loi, c'est que la loi dise à son enfant, toi, tu as interdiction d'avoir ton père. Et à partir du moment où la loi est concernée, eh bien, nous tous, en tant que citoyens de la République française, nous sommes concernés, nous sommes impliqués. Et cette fois-ci, c'est de notre responsabilité de faire ce qui est à notre portée pour que la loi soit la plus juste possible et la moins injuste possible. Donc si le choix d'une femme d'avoir un enfant sans papa ne me regarde pas, en revanche, ce que dit la loi est de ma responsabilité. Alors, les responsabilités sont différentes selon notre proximité avec le processus législatif, bien sûr, mais nous sommes tous responsables. Si on se permet de porter des jugements parfois très critiques sur telle ou telle époque de l'histoire, qui a pu tolérer dans l'indifférence plus ou moins généralisée des pratiques ou des lois iniques et injustes, et c'est pas ça qui manque dans l'histoire, c'est pas pour nous considérer, nous, non concernés et non responsables par les lois de notre époque. Bien sûr que nous serons tous au tribunal de l'histoire, et on me dira, mais qu'est-ce que vous avez fait en 2021 ? Il y avait le Parlement qui votait cette loi et vous étiez chez vous tranquillement, là, ça vous dérangeait pas, non ? Voilà, nous serons tous au tribunal de l'histoire. Je crois fermement que certains sont au tribunal en vrai, parce qu'il y aura des procès avec ça, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, les juges, malheureusement, jugent dans l'émotion. Donc l'émotion, c'est la souffrance des gens qui n'ont pas d'enfants. Mais rendez-vous dans 20 ans, quand cette fois-ci, l'émotion sera du côté des jeunes qui auront grandi sans père, avec leur souffrance, avec... Quoi est-ce que vous pensez sérieusement que ce qu'a dit la loi en 2021 protégera qui que ce soit ? Alors personne, personne. Ça c'est sûr que non, surtout qu'en plus, on l'a bien dit haut et fort, ces lois sont contraires au droit international qui est supérieur à la loi en plus. Donc le fait de respecter la loi n'a jamais protégé qui que ce soit très longtemps lorsque la justice est en jeu. Donc voilà, nous avons tous une responsabilité et nous avons tous quelque chose à faire. Donc moi, je terminerai juste en rappelant que puisque ce projet de loi arrive le 2 février au Sénat, il est encore temps d'écrire à son sénateur. Et si vous avez déjà écrit, réécrivez-lui. Mais ça sert à quoi d'écrire ? En tout cas, ça sert certainement plus que de rien faire. Ça, c'est certain. Il y a des manifestations organisées partout en France le samedi 30 et dimanche 31 janvier, juste avant le passage au Sénat. Là encore, est-ce que la manifestation est de nature à emporter le morceau ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Et puis nous avons un rôle
à jouer, vraiment d'aider nos contemporains, d'aider nos sénateurs, mais même d'aider nos enfants, nos familles à prendre conscience des enjeux humains de ce projet de loi. Et même imaginons que le projet de loi passe, tout ce qu'on aura fait n'aura pas du tout été inutile, parce qu'une fois que la loi va dire qu'on peut faire des PMA quand on est une femme célibataire, eh bien, vos enfants célibataires, ils sont pas obligés d'en faire. Mes amis célibataires, ils sont pas obligés d'aller faire des PMA sous prétexte que la loi le permet. Donc les éléments de discernement, l'accompagnement humain, le conseil opportun, il sera toujours temps de le donner. Et donc toutes nos actions, rien n'est inutile, quoi. Ça c'est sûr. Donc on peut aussi lire et faire lire des livres. Donc désolé sur de la publicité, mais écoutez, c'est pas une opération commerciale. Mais moi je suis venue avec des livres, j'ai écrit 2 bouquins. Il y en a un qui s'appelle PMA, un enjeu de société. C'est plus ou moins ce topo, avec d'autres choses, parce que là j'ai pas pu tout dire, et qui permet de réaliser les enjeux. Et puis j'en ai un autre qui est pas du tout du même genre, c'est un roman qui s'appelle En rouge et noir. Donc c'est un roman qui est distrayant et qui permet vraiment, enfin, je pense, les retours que j'en ai, je l'espère, permettent de passer quelques bonnes soirées. Mais le fil rouge du roman, c'est un procès dans une affaire de GPA qui permet quand même de s'initier à ces questions, donc d'initier aussi les jeunes. On dit qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, moi, mes enfants, mes petits-enfants, ils ont complètement respiré l'air de leur époque. Ils trouvent que toutes ces techniques, c'est fantastique. Et bien, pourquoi ne pas leur mettre un bon bouquin dans les mains? Voyez? Donc, voilà, moi, je suis là avec quelques livres. Si vous voulez, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, malheureusement, le livre PMA, un enjeu de société, non, je vous dirai après, parce que voilà, il y a des choses d'un point de vue commercial que je ne vais pas dire maintenant. On en parlera tout à l'heure, hors vidéo. Mais et puis il y a plein d'autres gens qui ont écrit des bouquins très intéressants. Il y a Fondation Le Jeune, Vita, AFC, Juristes pour l'enfance, qui ont édité des petits livrets, etc. Mais est-ce que nous les utilisons? Est-ce que nous les faisons lire? Est-ce que nous les laissons traîner chez nous pour que nos enfants les feuillettent dans un moment de désœuvrement? Voilà. Nous avons beaucoup de choses à faire et ne sous-estimons pas l'impact de nos actions, parce qu'on n'hésite pas à donner notre avis sur le Covid alors qu'on n'y peut rien. Alors pourquoi pas donner notre avis sur la PMA? Ce sera certainement beaucoup plus utile. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, il y en a qui réagissent. Par exemple, si vous tapez sur Internet Christian Flavini, c'est un pédopsychiatre qui était chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris, enfin pas n'importe qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il se sent un peu seul, il faut reconnaître. Et ça commence à changer. Franchement, ça commence à changer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a peu de temps, il y a eu un reportage sur un jeune enfant dit transgenre, et notamment sur son parcours à l'école, etc. Et là, il y a eu une tribune qui est parue dans Marianne d'un collectif de pédopsychiatres qui ont monté une espèce de, je ne sais pas si c'est une association ou un collectif, en tout cas, ils ont monté quelque chose justement pour s'exprimer et dire, non mais attendez, un enfant de 6 ans ne peut absolument pas prendre une décision de changer de sexe, le rôle des adultes, c'est de lui mettre des limites, de lui apprendre, voilà. Et donc et ça, pour moi, c'est assez nouveau. J'avais pas encore eu l'occasion j'avais vu des psys, vous avez Pierre Lévy-Soussan aussi, qui lui aussi doit être pédopsychiatre et qui s'exprime beaucoup, qui est souvent auditionné, mais enfin, ils étaient quand même quelques-uns, et là, ça commence à venir, en effet. Et vous savez, les pédiatres, les pédopsies, etc., tous ceux qui s'occupent des enfants, ils sont comme nous. Il n'y a pas de raison est-ce que nous saisissons les occasions pour nous exprimer, pour en parler? Si nous nous ont déjà pas dire à un dîner ou dire dans notre famille, donner quelques éléments, faut pas attendre que les autres soient des héros, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut que tout le monde s'y mette, Et c'est vrai que eux, ils ont quand même, quand on discute souvent avec des pédopsies, en privé, ils sont catastrophés. Eux, il y a du business pour eux à l'avenir. C'est comme les avocats et les notaires. Tout va bien pour leur business. Et en revanche, ils sont quand même très inquiets, justement, sur les dégâts. Et je pense au livre d'une psychologue belge qui s'appelle Anne Schaub, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur les mémoires précoces de l'enfant. Bon, il a dit en plus que tout ce qui se passe à la conception, pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, elle parlait de la GPA avec la séparation de l'enfant de la mère porteuse. Ce sont des choses qui exposent l'enfant à un risque traumatique qui est très connu, qui est majeur, mais l'avantage avec la nature humaine, c'est qu'elle a quand même de la ressource
Et il est pratiquement possible, il est possible de presque tout réparer. Alors, ça n'arrive pas, il y a des gens qui n'arrivent pas parfois à réparer, hein, mais on part du principe qu'il est possible de réparer, de surmonter quand même beaucoup de choses, mais la condition sine qua non, c'est que les choses soient dites, que les choses soient identifiées. Et justement, le problème avec ces technologies, c'est que les difficultés pour les enfants ne sont pas dites. Parce que les gens qui font des PMA et qui font des GPA, évidemment, des gestations pour autrui, ne veulent pas du tout faire souffrir leur enfant. Au contraire, ils n'ont que de l'amour à leur donner et eux, ils n'ont pas du tout conscience de quelques difficultés pour les enfants. Donc, la difficulté en plus pour les enfants concernés est qu'il n'y a pas autour d'eux, dans leur environnement, d'espace pour déjà s'exprimer, mais même d'espace mental pour penser les difficultés éventuelles qui pourraient résulter de leur mode de conception. Voilà. Donc, un enfant qui est issu d'un donneur, moi je pense qu'il faut vraiment pas minimiser. D'ailleurs, les jeunes qui sont issus de donneurs et qui recherchent leur donneur, pour ceux qui sont assez connus là des médias, ils sont soutenus par leurs parents, qui disent « Comment est-ce possible ? Mais nous, quand on a recouru au don de gamètes, on n'aurait jamais cru que ça pourrait poser le moindre problème à nos enfants. Enfin, pour nous, c'était pas du tout important, la biologie, donc on n'a pas du tout pensé. Évidemment qu'ils n'ont pas voulu faire du mal à leur enfant, c'est bien sûr. Vous voyez ? Donc, eh bien, un enfant issu de donneur, il faut qu'il trouve un espace où il puisse exprimer sa possible difficulté de ce point de vue et que ce soit pas minimisé. Et ben, c'est pas forcément gagné, quoi. Voilà. Après ça, il y en a qui n'auront peut-être aucune difficulté parce que par rapport aux événements de la vie, chacun réagit différemment. Hein. Dans un même événement, on a des réactions différentes. Voilà. Mais c'est vrai que les psys pourraient s'exprimer beaucoup plus, mais ça commence. Oui, et puis alors attention, parce que le Sénat, il peut amender tout ce qu'il voudra, il n'amende pas non plus tellement. Hein. En première lecture, ils avaient maintenu le principe de la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules. Et pour les femmes seules, c'est peut-être la mesure, la PMA pour les femmes seules, c'est une mesure qui ne bouleverse pas la filiation pour tout le monde, parce que le fait d'avoir juste un seul parent, donc peut-être que ça passe un peu inaperçu, mais quand on réalise ce que c'est exposer l'enfant à la monoparenté, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc le Sénat, de toute façon, même s'il modifie, en tout cas en première lecture, il avait modifié, mais il avait quand même laissé l'essentiel dans la loi, à savoir la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Et en effet, le Sénat n'a pas le pouvoir de mettre fin au processus législatif, mais cela dit, si le Sénat rejetait le projet de loi, ce serait quand même un signal politique majeur, et comme on fait que de la politique et que le droit, tout le monde s'en fiche, parce qu'on leur a dit je ne sais pas combien de fois aux députés que ce qu'ils sont en train de voter est contraire à la Convention des droits de l'enfant. Un jour ou l'autre, leur responsabilité en tant que législateur sera engagée. Mais je veux dire, en vrai, hein. Vous voyez, j'ai donné juste un petit exemple. À Bruxelles, tous les ans, il y a un salon qui s'appelle Men's Having Babies. Et donc, c'est un salon de GPA pour destination des hommes. Et je connais des gens qui sont allés à ce salon. Ils devaient être une dizaine avec une petite banderole du style gestation pour autrui, trafic d'enfants, je ne sais pas ce qu'il y avait écrit dessus, ou je ne sais pas. Et le directeur du salon est venu à leur rencontre. Il a un peu menacé en disant ouais, je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à rentrer. Moi, j'appelle la police. Il dit ah, mais vous inquiétez pas, on va rien faire. Hein. On a votre nom, ça nous suffit. Dans 20 ans, vous irez en prison pour crime contre l'humanité. Et ben l'autre, je peux vous dire qu'il n'a pas du tout rigolé. Il est rentré, mais parce qu'ils ont raison. Un jour ou l'autre, ça se fera. Hein. Mais en attendant, donc tout le monde s'en fiche du droit. Donc c'est que de la politique. Et rejeter ce texte ou même l'amender vraiment sérieusement est quand même dans le jeu politique est quelque chose. Alors ça, est-ce que ça suffira ? J'en ai aucune idée. Hein. Mais encore une fois, oui, en effet, tel que c'est parti, cette loi a des chances de passer. Mais tout ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire complètement tout dans ce pays, hein, en tout cas sur le terrain législatif. Tout est en train de tout casser, là, il faut tout reconstruire. On met des pierres dans les fondations et ça dépasse pas beaucoup du sol. Mais n'empêche qu'une conférence comme ça, c'est une pierre. Une discussion chez le coiffeur, c'est une pierre. Un livre offert à un gamin pour ses 18 ans, c'est une pierre qui est posée dans les fondations. Et un jour ou l'autre, ça va sortir du sol. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. Et en plus, notre époque va très vite. Donc ça pourrait venir plus vite que prévu. Si cette loi est adoptée, eh ben, ça fera une de plus à abroger. En gros, le jour où il y a la majorité politique pour abroger la loi déjà sur le mariage, ça ne sera pas compliqué de suivre avec la PMA et vice-versa. Le jour où il y a une majorité politique pour rétablir la filiation, elle rétablira le mariage. Et c'est tout ça, mais c'est vrai que de dégâts,
et que de souffrance en attendant ça. Et puis que de mensonges aussi, hein, parce qu'on fait miroiter du bonheur à recevoir et à donner aux gens, alors qu'on sait que c'est beaucoup plus compliqué et qu'en fait il y a beaucoup de souffrances qui vont être causées aussi. C'est pourquoi plus vite on ouvre les yeux et mieux ça vaut. Mais oui, bien sûr que ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Et après ça, faut pas être pessimiste parce que oui, pour l'instant on a du mal. Moi j'entends souvent, mais on a affaire à un rouleau compresseur inarrêtable. Mais pas du tout. Il est tout à fait arrêtable le rouleau compresseur. Simplement, il est en roue libre depuis 3 siècles. Alors forcément, il a beaucoup d'élan. Et nous, on est des petits grains de sable. Et chaque témoignage est un petit grain de sable. Mais déjà, il va beaucoup moins vite que prévu. La PMA, elle aurait dû être adoptée avec le mariage déjà. Hein, elle a été retirée. Là, le projet de loi bioéthique, je me souviens des réunions avant les premières manifs. On disait, bon, il faudrait tenir jusqu'au municipal. Après ça, il y aura les élections. On ne sait jamais, avec les élections, il peut y avoir un contexte différent. Ils disaient, ouais, mais laissez tomber, ce sera voté depuis longtemps pour les municipales. Ben, vous voyez, on y est toujours. C'est toujours pas fait. Donc, bon, voilà, rien n'est écrit. Et puis, si ça finit par passer, eh bien, retroussons nos manches un peu plus haut. Et puis, de toute façon, même si la loi ne passe pas là, il ne faudra pas s'arrêter là de toute façon, parce qu'elle n'est pas venue de nulle part. Hein, elle n'est pas venue de nulle part. C'est qu'il faut réapprendre à réfléchir. Et dire à ce sujet, c'est très encourageant pour nous dans l'éducation, je trouve. Nous, nos enfants, les jeunes dont on s'occupe, tout ça, il faut leur apprendre, il faut muscler leur volonté. Vous avez vu ce qu'a dit le Conseil d'État sur la PMA? Franchement, j'aurais pas dit mieux. Séparer sexualité de procréation, faire de l'enfant l'objet le produit de technologies scientifiques. Le comité d'éthique, c'est pareil. L'avis du comité d'éthique, il est magnifique. C'est vraiment, il voit toutes les difficultés avec finesse, avec profondeur. Il ne les élude pas. Ce qui manque, c'est la volonté pour en déduire des conséquences pratiques. Parce que le Conseil d'État dit à la fin, bon ben, avec tous les problèmes, c'est pas grave, le législateur peut faire ce qu'il veut. Et le comité d'éthique, après avoir dressé la liste des problèmes insolubles, qui, selon ses propres mots, ce sont des points de butée qui demeurent, il donne quand même un avis favorable au projet de loi. Et ça, je trouve que c'est vraiment symptomatique de notre époque. C'est que le discernement pour voir les problèmes, quand même, si on n'est pas de mauvaise foi, qu'on n'est pas aveuglé par la souffrance, par le désir d'enfant, par l'appât du gain, bon, si on est avec un peu de recul, les gens arrivent quand même à discerner les difficultés, mais ensuite un effet de fatalisme. Oui, bah, de toute façon, on n'y peut rien, ça se fait quand même, ça se fera. Et c'est ça qui nous manque, c'est vraiment la volonté de déduire de nos constats des conséquences pratiques, même en termes de renoncement, y compris pour nous-mêmes, quoi. Et bah oui, je ne fais pas ça parce que intellectuellement, j'ai discerné que c'était pas bien, que c'était pas soit pour moi, soit ça va pas dans le sens du bien commun, tout ça, voilà. Et ça, apprendre à se servir de la volonté, c'est un service qu'on rend à tout le monde à long terme et ça jouera dans tous les domaines. Donc on peut au moins faire ça. Et c'est même pire que ça, parce que justement, c'est une loi sur l'adoption. Donc, quel est le rapport? Ils sont tellement... vous voyez, ça en même temps, c'est un signe de panique aussi. Hein, c'est qu'il y a une proposition de loi sur l'adoption qui est discutée en ce moment. Elle a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale, elle va arriver au Sénat. Et bien, Coralie Dubost a tenu, qui est rapporteure sur le projet de loi bioéthique, comme la loi de bioéthique ne va pas assez vite à leur goût, et que quand même, ils ne sont pas si sûrs que ça va aller au bout, et bien, elle a saisi l'occasion d'une proposition de loi sur l'adoption pour faire voter le cas suivant. Il s'agit des couples de femmes qui ont eu recours à la PMA en Belgique ou en Espagne il y a 10 ans ou il y a 5 ans, enfin, et qui se sont séparés. Et donc, la loi de bioéthique, quand elle sera votée, elle permettra pour ces couples-là qui se sont séparés ou pas d'ailleurs, pour les couples qui ont eu recours à la PMA avant, de régulariser leur situation, mais il faut l'accord des deux, puisque c'est une déclaration conjointe. Et donc, dans la proposition de loi sur l'adoption, ils ont voté la possibilité, quand le couple s'est séparé, en général, la mère biologique, elle ne veut pas que l'autre femme continue à avoir l'enfant, etc. Il peut y avoir des exceptions, mais enfin, c'est ça le cas problématique. Pour imposer à la mère biologique que l'autre femme avec qui elle ne vit plus soit reconnue comme mère de l'enfant. Donc on arrive finalement à une adoption forcée, imposée aux parents biologiques. Mais je ne sais pas si vous imaginez de quelle violence on parle, hein, parce que imposer, tout le monde doit se projeter. Est-ce qu'on pourrait m'imposer que mes enfants soient adoptés par quelqu'un contre ma volonté? C'est vraiment déposséder complètement les parents de leur rôle. Et là,
c'est la méthode totalitaire voilà. Et donc, en effet, il y a malheureusement d'autres projets de loi. Vous avez le projet de loi sur les principes, le respect des principes républicains aussi qui demanderait, qui ne concerne pas la bioéthique, mais qui est pas mal problématique en termes de liberté. Tout ça appelle de notre part une vigilance, mais vous l'avez dit, la clé, elle est dans les élections. Hein. Pas seulement, mais c'est quand même une clé. Donc, moi, je disais avant, il faut se présenter aux élections, allez-y, il faut faire ça, mais aussi il faut envoyer tous vos enfants en droit et à la magistrature. Parce que la magistrature, c'est là qu'il y a le pouvoir, franchement. Hein. Donc, faut pas négliger les postes de pouvoir. J'ai lu un livre il y a peu de temps de Natalia Trouillet, je ne sais pas si vous avez lu, ça s'appelle Sortir, manifeste à l'intention des premiers derniers chrétiens. Et elle disait, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des cathos pour qu'ils estiment maintenant que l'avenir de leur enfant, c'était d'être trader à Londres plutôt que d'être assistante sociale. Je veux dire, en gros, nos enfants qui veulent faire des métiers où ça se passe, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent, au lieu de vouloir absolument qu'ils fassent des écoles de commerce. S'ils veulent faire une école de commerce, tant mieux qu'ils y aillent. Mais bon, là, il faut vraiment aller dans tous ces créneaux, dans tous les domaines, quoi.